Tension de Noël au Nigeria, le mouvement indépendantiste du Biafra intensifie les opérations ville morte face à la présence militaire accrue. Les détails dans un instant. Émeute meurtrière au Mozambique, la validation des résultats électoraux par le Conseil constitutionnel déclenche des violences après la victoire du Frélimo. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. La période de Noël est marquée par des tensions récurrentes dans le sud-est du Nigeria, à majorité chrétienne et berceau du mouvement indépendantiste du Biafra. Les forces de sécurité sont très présentes dans la région, alors que des opérations ville morte paralysent régulièrement l'économie locale sur ordre du mouvement des peuples indigènes du Biafra, l'IPOB. L'armée nigériane dit avoir neutralisé 13 membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra depuis le début du mois de décembre. Le porte-parole de l'opération en cours dans les régions du sud-est a également indiqué que 3 personnes soupçonnées de kidnapping ont été appréhendées sur un barrage des forces de sécurité. Durant cette période, les militaires disent avoir mis la main sur un véritable arsenal, plusieurs AK-47, des munitions, mais aussi de l'argent ou des cartes bancaires. De son côté, l'IPOB communique aussi et accuse les forces de sécurité de harceler, intimider et extorquer la population Ibo. L'organisation illégale au Nigeria estime qu'elle est la seule capable de protéger les habitants du sud-est. Certains membres de l'IPOB ont aussi profité de Noël pour demander au président Bola Tinubu de faire un geste et de libérer son leader Nnamdi Kanu, emprisonné depuis 2021 au Nigeria. Le 21 novembre dernier, Simon Ekpa, le leader d'une faction dissidente de l'IPOB, a été interpellé à son tour en Thaïlande, où il est toujours détenu pour avoir incité au crime et au terrorisme dans le sud-est du Nigeria. Mais ces arrestations n'ont pas permis jusque-là de mettre un frein à l'insécurité dans ces régions. Après le Niger et le Burkina Faso, la junte malienne a procédé ce mardi 24 décembre à Bamako au changement de nom de rue et de monuments dont plusieurs évoquaient la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou l'ancienne puissance coloniale française. La décision avait été diffusée la semaine dernière, mercredi 18 décembre, dans un décret du chef de la junte malienne. À Bamako, la cérémonie officielle de changement de nom des rues et monuments s'est déroulée ce mardi 24 décembre sur l'ex-place du sommet Afrique-France, rebaptisée place de la Confédération des États du Sahel, du nom de la nouvelle alliance formée par le Mali, le Niger et le Burkina. Ces 3 pays sont dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État. Prenant la parole devant les officiels invités, le Premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, a rappelé que c'était un acte de souveraineté que posait encore une fois son pays. Et comme pour reconfirmer la rupture avec l'organisation régionale de l'ancrage du Mali au sein de l'Alliance des États du Sahel, la célèbre avenue de Bamako, l'avenue de la CEDEAO, change de nom et devient l'avenue de l'AES. Des figures de l'administration coloniale française font également les frais de la décision des autorités maliennes. Les rues Louis, Faidherbe et Archinard sont débaptisées et portent désormais les noms des grandes figures maliennes. Au total, dans la capitale, ce sont près de 25 lieux, boulevards, avenues, rues, places publiques, établissements publics qui ont été rebaptisés. Au moins 21 personnes sont mortes dans des troubles au Mozambique après que le Conseil constitutionnel du pays ait confirmé lundi la victoire du parti Frélimo au pouvoir lors des élections, a annoncé mardi soir 24 décembre le ministre de l'Intérieur. Des scènes d'émeutes ont éclaté lundi soir après la validation définitive par le Conseil constitutionnel des résultats des élections générales du 9 octobre dernier. Le président élu, Daniel Chapo, candidat du Frélimo, parti historique au pouvoir, a appelé tous les Mozambicains à travailler ensemble alors que le candidat de l'opposition, Venancio Mondlane, depuis l'étranger, a appelé lundi soir ses partisans à poursuivre le combat. Malgré 2 mois de contestation, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire de Daniel Chapo, candidat de Frélimo avec 65,17% des voix, soit une réduction de près de 5 points par rapport au score initial. L'opposant Venancio Mondlane obtient 24,19%. Chapo appelle au dialogue et à une réforme profonde du système électoral, tandis que Mondlane refuse les résultats et incite à poursuivre le combat.
Les violences ont éclaté après l'annonce des résultats, notamment à Maputo et dans le nord du pays, faisant au moins 130 morts en 2 mois. Mondlane, qui se trouve à l'étranger, dénonce la fraude et appelle à la résistance. La communauté internationale, dont les États-Unis de l'UE, exprime des inquiétudes face à la violence et au manque de transparence. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que 21 personnes, dont 2 policiers, sont mortes lors des derniers affrontements et que 236 actes de violence ont été recensés. Le verdict est tombé mardi 24 décembre 2024 dans le procès concernant le détournement de fonds destinés au soutien des déplacés internes au Burkina Faso. Plusieurs milliards de francs CFA avaient été soustraits des comptes du ministère chargé de cette aide. Le principal accusé, Amidou Tiegnan, a été condamné à 15 ans de prison ferme et à une amende de 5,64 milliards de francs CFA. Fonctionnaire au ministère, il a été reconnu coupable avec 3 de ses collègues de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écriture publique. Les 14 fonctionnaires impliqués ont écopé de peines allant de 6 à 15 ans de prison ferme assorties de lourdes amendes. Ils avaient falsifié des signatures et plusieurs centaines de chèques du trésor public équivalent à 2,8 milliards de francs CFA. Ce verdict satisfait le magistrat Garf Nyanou, chargé de défendre les intérêts de l'État. Nous avons plaidé la caractérisation d'un certain nombre d'infractions, ce qui a été accepté. Nous avons également plaidé le fait que nous avons subi un préjudice financier, ce qui a été accepté dans le principe. Nous avons plaidé la caractérisation d'un préjudice moral, ce qui a été également accepté. Et sur le préjudice financier, nous sommes à 2,13 milliards sur un montant global de 5 milliards que nous avons réclamé. En plus des peines de prison et des amendes, le tribunal a ordonné la confiscation de tous les biens, meubles et immeubles des 4 condamnés au profit de l'État. Du côté de la défense, les réactions sont mitigées sur la possibilité de faire appel. Maître Geneviève Ouedraogo, avocate d'Amidou Tiegnan, condamnée à la peine la plus lourde, explique: nous allons d'abord discuter avec notre client. Et en fonction de ce qu'il décide, nous allons aviser si on fait appel de la décision ou pas. C'est lui que ça concerne en premier lieu, donc on discute avec lui. On voit s'il y a lieu ou pas. Toutes les personnes condamnées ont désormais 15 jours pour faire appel à la décision. Plus d'1 an après que le roi Mohamed VI a demandé au gouvernement de plancher sur une réforme de la Moudouana, le code de la famille marocaine, le ministre de la Justice a exposé les principales propositions validées par le Conseil des Oulémas et le roi ce mardi 24 décembre. Une réforme sensible au Maroc alors que le législateur marche sur une ligne de crête entre modernité et conformité aux principes religieux du droit musulman. L'instance chargée de la réforme du Code de la famille a présenté ce mardi 24 décembre à Rabat ses principales recommandations: interdiction du mariage pour les mineurs, réglementation du strict de la polygamie et maintien du droit de garde des enfants pour la mère divorcée, même en cas de remariage. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'une réforme majeure qui comprend de nombreux autres points. La réforme est sensible car le législateur souhaite répondre aux aspirations d'une large partie de la population désireuse de modernité et tout en restant conforme aux principes religieux du droit musulman. Bien que les associations féministes du Maroc aient demandé son abolition, la polygamie ne sera pas supprimée dorénavant lors de la signature du contrat de mariage. L'épouse pourra inscrire une clause interdisant à son conjoint de contracter une nouvelle union. De plus, un second mariage ne pourra être autorisé que dans des cas bien précis, tels que l'infertilité de la première épouse ou une maladie rendant les relations conjugales impossibles. Ces situations seront examinées par un juge avec un haut degré d'objectivité et en respectant les conditions d'exception. En cas de divorce, la mère bénéficiera à présent de la tutelle juridique sur ses enfants, un droit jusque-là réservé au père. De plus, elle pourra conserver la garde des enfants même en cas de remariage, un point
point qui marque une avancée importante. Cette réforme, qui doit encore être soumise à l'approbation parlementaire, est vivement attendue par les associations engagées dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. Dans les prochains jours, ces organisations devraient examiner attentivement les détails des propositions, notamment les exceptions et les mécanismes juridiques qui pourraient permettre de contourner ces nouvelles règles. Ces points avaient en effet suscité des difficultés lors de la précédente réforme en 2004. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.